Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Nous sommes déjà mercredi soir et nous sommes le 23 juin. Bien, il est déjà 20 heures passées, j'ai du jus, j'ai du peps, ça va saigner. Donc j'en profite pour faire la vidéo qui vous sera diffusée demain une fois qu'il y a eu les compléments d'illustration avec des images. Avant toute chose, dans le programme, je vais parler bien entendu encore des élections, mais avec plein de nouveautés. Et puis, je vous parlerai d'un parti islamiste qui petit à petit s'installe dans les élections en France. Ce sont les éléments principaux. Vous attendez toujours vos professions de foi? Eh bien, écoutez, regardez ici et vous allez voir où sont passées les professions de foi qui devaient être les tracts des candidats qui devaient être distribués par la société Adrexo. Eh bien, certaines personnes ont trouvé dans des décharges, à côté de poubelles, même pas mis dans des poubelles, vous voyez, les courriers qui devaient être distribués dans vos boîtes aux lettres. Voilà, bien. On lance le générique et je reviens vers vous tout de suite. Ici Lyon. Ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Bien, nous revoilà. Quelque chose m'interpelle. Quelque chose que j'ai lu de la part d'Éric Zemmour. Écoutez-moi bien, s'il y a énormément d'abstentionnistes, ce n'est pas qu'il y a un problème de demande chez les électeurs, il y a un problème d'offre. C'est-à-dire que l'offre des candidats n'emballe personne, comme si plus personne ne voulait entendre parler de Macron, mais on n'est pas trop engagé sur Marine non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les gens n'ont pas la niaque pour se dire à celui-ci, ce candidat, il me botte, je vais aller voter pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hein, s'il y a énormément d'abstentionnistes, ce n'est pas qu'il y ait un problème de demande chez les électeurs, il y a un problème d'offre. L'offre qui est fournie par les candidats, parfois souvent même dans les régionales, des candidats parachutés. Et bon, c'est pas évident. Bon, on va dire, comme d'habitude, du mal de Macron, ben là, franchement, vous allez voir, ça va péter. Alors que l'abstention atteint des niveaux proches d'une crise politique majeure. Une dizaine de ministres qui prennent une claque, qui ne démissionnent pas, bien entendu, mais c'est un désaveu pour ce gouvernement. Emmanuel Macron semble ne pas prendre la mesure du phénomène et oppose un mépris souverain du haut de son siège au désaveu profond dans les institutions et dont son propre parti fait l'objet. Pour l'instant, seuls quelques membres de la majorité ont laissé percer leur inquiétude. Le président, quant à lui, utilise la méthode Coué pour se convaincre que la situation n'est pas si grave et que l'avenir lui appartient encore. Il y croit encore. L'abstention record et les résultats calamiteux de La République En Marche ce dimanche ont provoqué, je dirais, chez Macron, une impressionnante réaction de mépris et une recherche de divertissement qui laisse perplexe sur la crise que le pays traverse. L'abstention n'a jamais pris de telles proportions dans un scrutin institutionnel. Jamais aucun président de la République ne s'est montré aussi incapable de réagir d'une façon appropriée à un tel phénomène. Pire, il annonce les dates des futures présidentielles de 2022. Ça pouvait attendre 3-4 jours, comme pour minimiser l'absence de son parti dans le second tour des régionales de dimanche prochain, ce qui fait que les gens vont dire oh, c'est pas la peine d'y aller, c'est vrai qu'il y a les présidentielles dans 10 mois. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bien. Pire, des élections présidentielles qui seront en plein milieu des vacances de printemps, et après on va vous dire il y a de l'abstention. Mais attendez, même dans le choix des dates, il n'est pas bon. Bien. Donc, nous voyons qu'Emmanuel Macron est dans le déni face à l'abstention. Et déjà, son agenda de ce lundi, c'est un aveu, comment dire, d'une impuissance à réagir face à la crise. Le matin, le président de la République s'est rendu à la Samaritaine pour inaugurer de façon inattendue les travaux financés par Bernard Arnault. Vous avez l'image là. Vous remarquerez que tout le monde a un masque, sauf l'équipe dirigeante et M. Macron ainsi que Brigitte. Voilà. On peut se poser des questions quand même sur l'obligation de porter un masque si lui s'en dispense. Voilà. Donc, c'est vrai que ça partait d'un bon sentiment d'aller voir un monument du commerce parisien, mais on peut imaginer que beaucoup de Français, témoins de cette attention pour l'un des grands de ce pays, l'un des plus gros millionnaires, milliardaires de France, peuvent prendre ombrage quand même de cette visite
alors que le pays est dans une catastrophe électorale, institutionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Et le président n'a pas un seul mot d'empathie pour les Français qui viennent d'exprimer quand même un certain malaise en disant « écoutez, ça va plus, ça peut pas durer, quoi ». Emmanuel Macron continue toujours dans la provocation, dans le divertissement, en recevant le chanteur pour adolescents Justin Bieber, canadien, je crois, pendant 1 heure à l'Élysée. Cette rencontre entre épouses, avec les épouses bien sûr, a permis de parler écologie, à ce qui paraît. Ouais. Et puis après, nous avons eu droit à une petite fête de la musique. C'était un concert avec Céron, Jean-Michel Jarre. Bon, ça change d'avoir des drag queens à l'Élysée. Bon, c'était déjà un petit peu plus sérieux. C'était moderne, mais plus sérieux. Mais bon, toujours pas un mot pour le petit peuple qui a fait quelque part sécession d'une façon électorale. D'accord? Et maintenant, un grand moment. Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, qui a quand même quitté la robe d'avocat pour devenir ministre et qui s'est pris une veste. Robe, veste, un trait d'humour, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Monsieur Éric Dupond-Moretti fait la différence entre adversaire et ennemi. Donc dimanche, il nous dit « Je voterai sans état d'âme pour Xavier Bertrand ». C'est-à-dire que ce petit monde de la majorité En Marche, au résultat calamiteux, moins de 10%, sont obligés de faire des appels à voter Xavier Bertrand, car pour faire barrage au Rassemblement national, ceux qui avaient pour mission de barrer la route à Bertrand doivent désormais appeler à voter pour lui. Voilà, c'est le cas donc de Dupond-Moretti, qui a commencé la séance d'humiliation publique des marcheurs en compagnie de sa tête de liste, M. Petrazelski. Un retournement digne de l'opéra bouffe qui reste de montrer à Emmanuel Macron que ce qui n'est pas arrivé dimanche dernier peut encore arriver dimanche prochain. Car à force de voir cette collusion En Marche, les battus En Marche et les LR qui sont assez qualifiés, cela peut donner envie aux abstentionnistes de se réveiller, notamment aux abstentionnistes qui n'ont pas voté RN, de se dire « non mais c'est bon, là, ils nous prennent vraiment pour des cons, LREM, même combat, allez, j'en ai marre, je me lève et je vais aller voter pour le parti de Marine. » Vous voyez ce que je veux dire? Par réaction, voilà. Méfiance, méfiance. De toute façon, je pense que le RN ne fera pas pire et ne peut qu'augmenter ses voix. Bien, mais le président est-il capable de l'entendre? Méprise-t-il trop la réalité ou la démocratie? Voilà. Il faut savoir aussi que ce matin, avant le Conseil des ministres, M. Darmanin et Dupond-Moretti ont failli se battre à l'Élysée. Dupond-Moretti accusait Darmanin de trahison. Parce que Darmanin, il est de droite quand même, et Xavier Bertrand, c'est un copain à lui, donc il l'a félicité pour son résultat. Mais simplement, on a envoyé Dupond-Moretti pour se battre contre Bertrand. Alors, voyez le truc? Bon, c'est... Alors, je vais revenir sur cette abstention, oui, vous avez vu les photos donc de J'ai un gros blanc là, Gilles. J'ai un gros blanc que tu vas couper. J'ai envoyé les photos, tu vois, on a passé les photos donc de... Oui, tu as passé les photos donc de... Ah, tu vois, le soir, c'est pas évident aussi. On a passé les photos de Justin Bieber et de... voilà. Et bon, je vais continuer, je te laisse le soin de reprendre. Oui, donc, je reviens. Les urnes ont parlé. 2 électeurs français sur 3 ont renoncé au pouvoir de leur bulletin de vote. C'est un désaveu, un camouflet. Mais est-ce que le camouflet, c'est pour la démocratie? Ou ceux qui l'ont accaparé depuis des décennies? Ce n'est pas parce que les gens ne votent pas que la démocratie est en crise, c'est parce que la démocratie est en crise, peut-être, que les gens ne votent pas. À un moment donné, quand des millions de personnes se mobilisent dans les rues pour changer le système, on l'avait avec les gilets jaunes, et qu'en même temps, de moins en moins de monde va voter. Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un système et d'une pseudo-démocratie? Rendez compte que le parti au pouvoir n'obtient que 3% des votants, mais il faut qu'il parte tout de suite. Et ceux qui gouvernent encore le pays pendant presque 1 an? L'abstention ne fait qu'augmenter. Je reviens sur les résultats du premier tour des régionales depuis 1986. 86, 25%, 92, 31%,
98, 42%. 2004, 39,2%. Regardez le bon. 2010, 53,7%. N'oubliez pas qu'entre les deux, il y a eu le référendum de 2005 et que on n'a pas tenu compte de ce nom à l'Europe, hein, et à Maastricht ou je ne sais trop quoi, je ne me rappelle plus. Et voilà. Et après 2015, on est passé à 50%, et 2021, 67,5%. Vous voyez, voilà. Je reviens sur une phrase d'Aristote, on remonte très très loin. Les élections sont aristocratiques et non démocratiques. Elles introduisent un élément de choix délibéré, de sélection des meilleurs citoyens, les aristoi, au lieu du gouvernement par le peuple tout entier. Bon, j'ai vu ça, je me suis doté pour vous, mais ça apporte réflexion. Alors, j'ai envie de parler, je vais parler des gens qui sont allés voter, des gens qui sont rendus au rendez-vous des urnes. Hein. Et ces gens, pourquoi se sont-ils déplacés? Parce qu'ils croient encore à cet acte démocratique qui donne l'occasion de s'exprimer, même sans réel enthousiasme. D'ailleurs, les gens qui ont voté ont eu une certaine lassitude qui s'est confirmée dans les heures suivantes avec, écoutez-moi bien, toute obédience confondue, c'était vraiment pathétique, ce défilé télévisé des ténors politiques, cette mauvaise foi qui les caractérise, comme d'habitude, cette suffisance, ce mépris vis-à-vis d'un peuple qui vient en bloc de leur retirer leur confiance. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens perdants ou pitoyables, présumés vainqueurs, qui osent encore imputer la cause de leur échec à ceux qui ne croient plus en leurs promesses, en leurs mensonges, en leurs décisions? Qui sont ces gens qui, une fois de plus, après avoir pourri leur adversaire, vont en moins de 3 jours les solliciter pour qu'ils deviennent leurs partenaires? Qui sont ces gens qui, pour gagner, car c'est bien cela dont il s'agit, vont imaginer des combinaisons, décréter des coalitions, sceller de nouvelles unions? Dans quel état d'esprit évoluent ces athlètes du suffrage pour remporter, quoi qu'il en coûte, leur compétition? Et ce, quitte à évoquer la crise sanitaire, les défaillances évidentes dans la distribution des professions de foi, l'hyper-présidentialisation du scrutin, le désintérêt pour les élections territoriales ou le pique-nique prévu de longue date avec les petits cousins. Voilà. Qui sont ces gens qui, malgré la défaite, avec 11 ministres en exercice jetés au tapis et une majorité présidentielle qui, pour la première fois dans l'histoire de la République, ne sera pas au second tour d'une élection, se permettent, je dis bien se permettent, de minorer la défaite? La gifle du 20 juin 2021 est autrement plus significative que celle administrée à un chef d'État quelques jours plus tôt dans la Drôme du côté de Tain. Cette fois-ci, elle est adressée à un pouvoir déclassé qui, à défaut de vouloir reconnaître implicitement la portée de son échec, n'a plus que 12 mois, voire je dirais 10 mois, pour retrouver un semblant d'électorat. Où sont à ce titre passés les médias qui encensaient la République en marche, qui se moquaient des gilets jaunes, qui prenaient ouvertement parti contre les partis qui ne leur convenaient pas, du genre Parti Patriote, le RN, Debout la France, les Patriotes, etc., etc. Lundi matin, chacun dans son petit coin faisait de ses grandes idées de la politique européenne, mondialiste, il faisait des cocottes en papier et préparait des cartons et s'apprêtait déjà à migrer vers d'autres opinions pour rester dans le sens du mouvement. Mais ceux-là sont également responsables de l'abstention, comme le sont les artistes de variété qui savent mieux que nous pour qui nous devons voter. Tous ces prescripteurs à la sauvette plus opportunistes que libres penseurs, tenant d'une démocratie à géométrie variable, qui dégoûte les lecteurs, car la manipulation l'emporte désormais sur les arguments présentables. Toujours cette manipulation. Et puis, évoquons également ceux qui nous disent « Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à te présenter ». Mais qui peut aujourd'hui, en dehors des partis traditionnels, bordés par le jeu des investitures, prétendre au suffrage? Le récent scrutin vient encore une fois de le démontrer avec l'élimination des petites formations. Pas un seul mot sur les plateaux télé le soir des élections où les départements ne furent même pas évoqués. On a très peu parlé des départementales. Paris captait toutes les attentions et les régionales préfiguraient les contours de la présidentielle. Tout le monde tirait des plans sur la comète. Et puis, ce n'était plus le temps de la contagion du Covid, mais ça laissait place au spectacle affligeant des petites querelles de salon entre politicards qui, une fois les caméras éteintes,
vont bouffer, vont faire des gueuletons aux frais de la princesse, c'est-à-dire nous, ensemble, à la cantine de l'Assemblée nationale. Certains vont retourner voter dimanche parce que c'est un droit, parce que c'est un devoir. Mais, allez, par rapport à ma dernière vidéo, je ne jetterai pas la pierre à celui qui aura décidé de ne plus jamais franchir le rideau de l'isoloir. J'arrive à le comprendre aussi, tellement l'offre politique est tellement nulle et mauvaise. Je disais qu'il y avait de la difficulté. Je vais vous demander de regarder cette image. Il y a un parti, l'Union des démocrates musulmans français, qui nous disent dans son affiche « Face à la spoliation de nos droits et de nos libertés, refusons le silence et l'invisibilité ». Ces gens à qui on a donné, qui sont venus, je lis souvent, une valise, un baluchon à la main, à qui on a donné du travail, à qui on a offert l'éducation, à qui on a offert les soins gratuits, et des tas de choses, des tas d'allocations. La liberté de circuler, de penser, de manifester, alors que souvent ils venaient de pays où il n'y avait pas de liberté d'afficher des opinions politiques, de religion. Ces gens-là viennent nous dire que pendant 40 ans, on les a spoliés de leurs droits et de leur liberté. Alors que chez eux, ils n'avaient que le droit de se taire et de se prendre des coups de bâton dans la gueule. Ok ? Et maintenant, ils viennent faronner sur les scènes, sur les estrades, un micro à la main. Parce que comme l'a dit Abdelaziz tout à l'heure, aujourd'hui on expérimente un certain nombre de choses, d'accord, sur les quartiers populaires, sur la communauté musulmane, mais c'est l'ensemble de la population qui finira par perdre ses libertés. Donc nous, on a un parti qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, qui est l'Union des démocrates musulmans français. C'est un parti totalement autonome, c'est un parti totalement indépendant. Ce que l'on veut, c'est qu'on cesse de parler en notre nom. C'est qu'on cesse d'avoir des gens qui parlent en notre nom, qui viennent au moment des élections nous faire des belles promesses et qui après, une fois qu'ils sont élus, nous tapent dessus. Darmanin, c'est l'exemple même. Si vous regardez ce qu'il a fait à Tourcoing, il est allé voir et il a quémandé les voix de la communauté musulmane en disant, c'est bizarre que cette communauté, elle vote toujours à gauche alors que, par exemple, ils sont contre le mariage pour tous, et il a joué sur ces fibres-là pour aller quémander les voix auprès de cette communauté. Et maintenant qu'il est au pouvoir, il nous tape dessus, et il critique ce qu'il appelle les élus communautaires, communautaristes, alors que c'est lui le premier qui a fait ça. Donc une fois qu'ils sont élus, ils nous tapent dessus, et ils nous tapent dessus et ils servent de nous comme des boucs émissaires. Niant le caractère totalitaire de leur religion, et voilà, je vais y revenir. Ça m'a interpellé. Bon, en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, l'Union des démocrates musulmans, c'est un cheval de Troie électoral. On s'est focalisé, Laurent Wauquiez devait en toute logique devrait briguer un second mandat à la tête de la région. Mais cette liste, justement, interroge. Alors c'est bizarre, parce que vous avez le ton martial du gouvernement sur les questions séparatistes, et pourtant, la communautarisation du pays se poursuit à bas bruit. Dans une campagne menée au gré des restrictions sanitaires, l'issue du scrutin ne pouvait que renforcer les têtes d'affiche bien connues des électeurs, Wauquiez, Bertrand, Pécresse, on en a parlé la dernière fois. Donc l'écrasante victoire de Laurent Wauquiez, avec 44% des suffrages au soir du premier tour, n'a guère laissé de place à l'analyse des résultats obtenus par les petits candidats. Mais le monsieur, dont je viens de vous montrer l'affiche, est bon dernier de toutes les formations. Il n'a pas pu réunir plus de 0,35% des suffrages, en condition la liste de l'Union des démocrates musulmans français. Il a quand même doublé son résultat. Il me semble que les précédentes consultations, il était plutôt à 0,16. Mais au travers de cette candidature, Farid Omer entend combler le créneau de la lutte contre l'islamophobie, car les autres forces politiques, peut-être à part la France insoumise, ne sont pas tellement dans ce registre. Le credo est porteur, et le parti le sait, derrière le phare républicain présentant un parti en apparence soucieux des problématiques sociales et écologiques, il est toujours dans cette... Il y a une rhétorique, si vous voulez, il y a un slogan toujours victimaire qui n'est jamais bien loin. Ce sont toujours les musulmans les victimes. Hein. Voilà.
Le mouvement pointe une lecture de l'activité quotidienne et des problèmes contemporains à travers le seul prisme de la communauté musulmane, qui seraient de véritables citoyens de seconde zone, qui concentreraient les critiques afin de mettre sous le boisseau les véritables maux de la société. Donc, ce parti ne s'interdit aucune revendication politique, écoutez bien, promotion du voile et de la finance islamique, développement de l'arabe dans les établissements scolaires, ainsi que du marché halal. Il milite pour plus de mosquées et reproche au gouvernement son ingérence dans la mosquée de Pantin suite à la décapitation de Samuel Paty. Ils ne sont pas contents, il ne faut pas se mêler de leurs affaires, ils veulent faire comme ils veulent. Voilà. Mais, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le parti, bien que n'ayant pas dépassé 0,35 à l'échelle de la région, attention, écoutez bien, dépasse la barre des 5% dans certaines communes, 5,36 à Banvelin, 5,27 à Vénissieux et même 6,37 à Pont-de-Chéruy et à Saint-Fond. Loin de se restreindre à la seule région lyonnaise, des résultats similaires sont observables dans d'autres communes telles que Trappes, Puteaux, Les Mureaux, etc. Une bourgade de 5000 habitants du Grand Est qui s'appelle Faret-Bersiller. Et le parti est même arrivé en tête avec 21% des suffrages. Alors on vous dit, ouais, on est rassurant, oui, de toute façon, le parti a peu de chances d'accéder aux plus hautes fonctions, bon, c'est pas grave. Je rappelle quand même qu'aux dernières élections municipales, contre toute attente, un fichier S, Abdelaziz Hamida, a ravi la mairie de Goussainville dans le Val d'Oise. Voilà, donc petit à petit, il y a un vote musulman qui va s'installer au fur et à mesure que, bien entendu, on donne la nationalité française et le droit de vote à toute personne qui en fait la demande. Mais, je terminerai là-dessus, donc c'est dans le profil des frères musulmans, si vous voulez. On fait semblant d'être démocratique, républicain, mais enfin c'est du pipeau, quoi. C'est juste pour vous amuser, et petit à petit grappiller et avoir de plus en plus d'influence. Mais une chose m'interpelle. D'où vient l'argent pour les campagnes électorales? Quand je vois qu'il faut au moins un budget de 100 000 € pour faire des régionales, que des partis qui sont quand même relativement connus, comme Debout la France, n'ont pas pu présenter énormément de listes, voire très très peu, 2 ou 3 il me semble, en tous les cas pas sur le Rhône-Alpes, j'en sais quelque chose, n'ont pas d'argent pour financer, et eux ont présenté, je crois, 5 ou 6 listes pour les régionales. Donc ça fait déjà un budget d'environ 600 000, 700 000 €. D'où vient l'argent? On va vous dire que c'est des dons dans les mosquées. Moi, je dirais peut-être qu'il y a des valises de billets qui passent, et puis voilà. Je sais qu'un client me disait tout à l'heure, oui, mais quand vous allez dans les kebabs et tout, vous apercevez qu'il y a des urnes, etc., pour les gens mettent de l'argent pour la construction d'une mosquée, etc., etc. Ah, il y a un communautarisme important, oui. Mais bon, après, vous racontez bien ce que vous voulez. Je veux dire, si on vous a donné quelques milliers d'euros en billets, vous pouvez dire que c'est un don de fidèles, et voilà. Enfin, voilà. J'alerte, c'est pas comme ça que je vois ma France. Voilà. Après, vous voyez, mais moi je vous le dis. Encore 20 ans. Et avec la démographie galopante de cette population, bientôt, vous verrez, j'aurai l'occasion d'y revenir en vous donnant des tas d'exemples. Mais pensez à la Rome décadente, ravagée par les barbares, qui s'était installée gentiment, qui était un petit peu alliée avec les Romains. Les Romains leur sous-traitaient la guerre, leur faisaient faire certaines choses, etc. Et puis petit à petit, ils ont pris la place des Romains. Voilà. Bien, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Je vous en supplie, partagez. Faites très attention pour les abonnés. J'aurais dû le dire au début. Tous les abonnés reçoivent le mail indiquant cette nouvelle vidéo. Effectivement, dans un mail, il y a un lien qui vous renvoie donc à ma page franquinfo.fr. Parfois, dans certaines boîtes mail, c'est bloqué, ça va directement dans les indésirables, dans les spams. Donc vérifiez bien que vous avez validé franquinfo.fr pour que ça s'affiche. Puisque je suis persuadé qu'il y a des personnes qui ne s'en aperçoivent pas, qui se sont abonnés gentiment pour suivre
mes vidéos et puis ne les trouvent pas et ne savent pas peut-être pas les chercher. Et puis bon, alors vous voyez la vidéo sur YouTube et puis voilà. Mais pour les histoires de censure, il est important que vous puissiez valider sur votre boîte mail l'adresse francinfo.fr et comme ça, ça arrive dans votre boîte, terminé, vous ouvrez, vous regardez quand vous voulez. Ok? Bon, et bien écoutez, moi j'ai terminé la journée et puis bon, je vous souhaite une bonne journée de jeudi, hein, parce que vous aurez cette vidéo jeudi matin dans vos différents supports, ordinateurs, téléphones portables, etc. Prenez bien compte notamment de la vidéo que vous avez vue de ce leader musulman. Et puis voilà, hein, d'accord? Allez, à très bientôt. Je vous salue, mesdames, je vous embrasse. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Et partagez. Hein.